Afin de mettre fin aux atteintes à la liberté religieuse, la Direction nationale des affaires religieuses et du culte a organisé un atelier d'information et de sensibilisation des leaders religieux et des communicateurs sur la procédure de règlement des atteintes aux libertés religieuses. Les détails à suivre dans cette édition. Médecins sans frontières a décidé de suspendre temporairement ses activités médicales en faveur des communautés de Nampala dans la région de Ségou, après être prise à partie et dévalisée par des hommes armés. Les discussions sont en cours entre parties prenantes pour la reprise des activités. Le nombre de morts des inondations a atteint les 91 selon le dernier rapport du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. La bonne nouvelle est que le niveau de l'eau commence à baisser. Voilà donc pour les sommaires. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue. Information et sensibilisation des leaders religieux et des communicateurs sur la procédure de règlement des atteintes aux libertés religieuses. Tel est le thème d'un atelier tenu ce jeudi 31 octobre 2024 au Centre international de conférences de Bamako. Initié par la Direction nationale des affaires religieuses et du culte, cet atelier vise à édifier les participants sur les procédures à suivre en cas d'atteinte à la religion des uns et des autres. Le compte-rendu est signé Gabriel Keïta. Dans le souci de prévenir un trouble social à caractère religieux, il est impératif de rafraîchir la mémoire des différents acteurs religieux sur la procédure adéquate à suivre en cas d'atteinte à la religion des uns et des autres. D'où la tenue de cet atelier initié par la Direction nationale des affaires religieuses et du culte, afin d'informer et sensibiliser les leaders religieux et les hommes de médias sur la violation de la liberté religieuse. Nous sommes là bientôt il y a 4 ans. Mais malheureusement, dans ces derniers temps, nous constatons ici et là-bas qu'il y a souvent des dérives dans les discours religieux. Il y a souvent des dérives dans les conversations. Il y a souvent des dérives dans le cadre de l'explication de la chose religieuse. Ce qui est purement contraire à la loi de la République. Le langage de la sensibilisation et le langage de la compréhensibilité par rapport à la chose religieuse. Chaque citoyen malien est libre de ce choix de sa croyance. Une fois accepté, croire à quelque chose, tel qu'on se respecte, on doit aussi respecter l'autre. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Tout en saluant cette initiative de la Direction nationale des affaires religieuses et du culte, les panélistes ont rappelé l'importance de cet atelier et le rôle des acteurs religieux dans la procédure de règlement des atteintes aux libertés religieuses. La pondération dans les propos, la mesure dans les propos, la prise en compte du contexte sécuritaire dans les propos, l'acceptation de l'autre dans sa différence sont des éléments qui doivent être rappelés par cet atelier d'une journée organisée par le ministère des Affaires religieuses à travers sa Direction nationale des Affaires religieuses. Et je pense que cette liberté religieuse ne s'oppose pas à la liberté d'expression du journaliste. Les journalistes cherchent l'information, diffusent l'information et en rapport avec sa responsabilité, il doit tenir compte de ce qui peut heurter les sensibilités, de ce qui est extrêmement utile et de ce qui est vraiment inutile. Profitant de l'occasion, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a lancé un appel à l'endroit des acteurs religieux afin qu'ils puissent respecter les règles de la liberté religieuse. Aussi, cet atelier se tient à quelques encablures du congrès du Haut Conseil islamique du Mali. Le Rassemblement démocratique africain, RDA, est de nouveau unifié et ses activités ont repris. Et c'est dans cette dynamique que le parti a tenu son congrès les 26 et 27 octobre 2024 dans un hôtel de la place pour renouveler l'instance dirigeante du parti. Et selon les membres, la transition est une période durant laquelle
il n'y a pas de place pour une opposition ou pour une majorité. Ils ont également demandé la clémence des autorités afin de libérer les dirigeants des partis politiques incarcérés. Les détails avec Amadou Diarra. Le Rassemblement démocratique africain RDA Mali est désormais unifié et a repris officiellement ses activités tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le congrès ordinaire qui s'est tenu du 26 au 27 octobre 2024 en est une preuve. Cet événement est historique car il coïncide avec le mois anniversaire de la création du RDA, fondé le 19 octobre 1946, ainsi que de l'Union soudanaise qui a vu le jour le 22 octobre suivant. Fidèle à ses valeurs, le parti a convié tous les compatriotes à se rassembler. Dans cette optique, le RDA Mali a réitéré sa demande de clémence auprès des autorités de la transition, afin de libérer les dirigeants des partis politiques et des associations emprisonnés. C'est dans ce prix qu'elles jeteront les bases d'un retour effectif et stable à un climat de confiance mutuelle. C'est ensemble que nous pourrons sereinement et efficacement conduire la transition à son terme. En outre, le président du RDA Mali a souligné l'importance cruciale du rôle des partis politiques dans la vie de la nation, s'appuyant sur le chapitre 2 de la Constitution pour étayer son discours. Qui en son article 39 presque, je cite, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leur activité dans des conditions déterminées par la loi. Fin de citation. Enfin, le RDA Mali estime que la période de transition devrait être un moment d'inclusion et de participation, où il n'y a pas de place ni pour l'opposition ni pour la majorité. Les partis politiques sont souvent et indistinctement frappés d'un même bâton. Que lorsque nous naviguons entre nous à contre-courant et que nous nous donnons à autre chose qu'à des débats d'idées constructifs et pertinents, c'est en réalité notre propre tombe que nous présentons. Pour clore ce congrès, qui a duré 2 jours, Baba Haïdara a été réélu à la présidence du parti. Cet événement a également vu la participation d'autres partis politiques étrangers, notamment du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry, du Niger, du Ghana, du Maroc et de la Côte d'Ivoire. Ce grand rassemblement a été marqué par des témoignages significatifs des représentants des partis présents dans la salle. Par ailleurs, plus de 26 milliards de nos francs, c'est la somme de la nouvelle subvention FPP 2023-2027 remise ce jeudi 31 octobre 2024 par l'Alliance du vaccin Gavi au ministère de la Santé et du Développement social. La cérémonie de lancement de cette nouvelle subvention s'est tenue ce jeudi dans un hôtel de la place. Et ce financement, qui s'inscrit dans le cadre du partenariat Gavi et gouvernement du Mali, permettra d'améliorer la vaccination et de renforcer le système de santé au Mali. Bakary MCDB, Fatoumata Dambélé, compte rendu. En effet, dans le cadre de la nouvelle stratégie de Gavi, la demande de financement pluriannuel intégrant l'ensemble des solutions disponibles du gouvernement du Mali a été approuvée par Gavi, avec pour principe directeur le renforcement de l'équité dans la vaccination en incluant les enfants et l'intégration du fonds d'accélérateur de l'équité. Cette nouvelle subvention de renforcement des systèmes de santé RSS3 est un mécanisme d'appui aux innovations et un plan d'assistance technique pour un montant de plus de 26 milliards de francs CFA sur une période de 5 ans. C'est en effet de permettre aux pays du Sud de bénéficier plus rapidement, comme vous le savez, des nouveaux vaccins qui arrivent sur le marché mondial. Des vaccins de la même qualité que partout ailleurs sur la planète, je voudrais le signaler, à prix très bas, puisque Gavi négocie en votre nom des prix défiant toute concurrence auprès des firmes pharmaceutiques. Et vous savez que ce monde international du vaccin est un monde très dur, donc nos équipes font en sorte que ces vaccins soient mis à disposition dans les meilleures conditions de prix possibles et avec une logique de cofinancement. Ce cofinancement, c'est un partenariat responsable que nous engageons avec vous. Je signale aussi que pour chaque dose de vaccin, pour l'instant, c'est seulement 0,2 $ qui sont demandés en contribution à votre gouvernement. Au nom des plus hautes autorités du pays, la ministre de la Santé et du Développement social, tout en remerciant l'Alliance du vaccin Gavi pour cet accompagnement, a rassuré l'engagement de son département pour la bonne utilisation des ressources octroyées. Je voudrais remercier l'Alliance du vaccin pour cet appui
combien important pour la santé et le bien-être des femmes, des enfants et de toute la famille. La vaccination est reconnue depuis bien longtemps comme étant le meilleur moyen pour réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies évitables. Je vous donne donc l'assurance que les ressources octroyées seront utilisées à bon escient et que mon département mettra tout en œuvre pour un suivi rigoureux de leur exécution programmatique et financière. Enfin, je lance un vibrant appel à tous les acteurs pour leur forte implication dans la mise en œuvre de ces nouvelles subventions. Cette nouvelle subvention inclut le renforcement du système de santé, l'accélération de l'équité pour la vaccination des enfants dans les endroits isolés et un fonds d'innovation. La remise du chèque géant au ministre de la Santé et du Développement social a mis fin à cette cérémonie de lancement des nouvelles subventions de Gavi au Mali. Les salariés de la Fondation Orange Mali ont procédé ce jeudi 31 octobre 2024 à un don de sang au Centre national de transfusion sanguine. La Fondation Orange a profité de cette occasion pour remettre 2 fourgons de transport de sang afin de renforcer les capacités de prise en charge du Centre national de transfusion sanguine. Je vous propose ici de suivre ensemble le compte-rendu avec Assiton Diallo et Ibrahim Dao. Composé de 6 places avec une maintenance assurée jusqu'à 45 000 km, la Fondation Orange Mali a déboursé 48 360 410 francs CFA pour l'acquisition de ces 2 fourgons. Une initiative qui vise à renforcer les capacités de prise en charge du Centre national de transfusion sanguine. La collaboration entre la Fondation Orange et le ministère de la Solidarité et du Développement social a abouti à l'acquisition de 2 fourgons ambulances de transport pour le compte du Centre national de transfusion sanguine pour un coût de 48 360 410 francs CFA. Cette donation au Centre national de transfusion sanguine, nous en sommes convaincus, permettra d'améliorer la prise en charge des besoins de sang de la population malienne. La Fondation Orange Mali ne s'arrête pas là. Toujours dans le cadre de ses engagements en tant qu'entreprise citoyenne, la Fondation Orange Mali a organisé une journée de don de sang de ses salariés qui sont sortis massivement. Une entreprise citoyenne, c'est aussi des salariés engagés et soucieux de leur environnement. C'est pourquoi aujourd'hui, les salariés d'Orange Mali s'engagent à donner leur sang. Ce geste généreux et illustre peut transformer des vies en offrant une seconde chance à ceux qui en ont besoin. Cette initiative de la Fondation Orange Mali ne surprend guère le Centre national de transfusion sanguine. Ces véhicules étaient plus qu'attendus. Les véhicules qui étaient au niveau du Centre national, 2 véhicules qui avaient été adaptés, on était à peu près à une quinzaine d'années. Donc pour vous dire à quel point ce besoin se faisait sentir. Orange a été à l'écoute de toutes nos spécificités. Ces véhicules remis ont été comme un rêve réalisé parce que ce n'était plus une adaptation, mais c'était comme de couper sur mesure. Au-delà de ces dons, Orange a voulu encore donner du sang. Ce n'est pas seulement aider de loin, mais être toujours au plus près. Donner le sang aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas suffisant. Il faut récupérer son résultat, savoir que son don a pu être utile et pouvoir continuer le don. À titre de rappel, cette journée de don de sang et de remise symbolique de fourgons vient s'ajouter aux différentes actions de solidarité de la Fondation Orange Mali dans le cadre du mois de la solidarité. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, violemment prise à partie et dévalisée par des hommes armés menant régulièrement des activités
militaires dans la zone contre les civils et les personnels humanitaires. Le lundi 14 octobre 2024, Médecins sans frontières a décidé de suspendre temporairement ses activités médicales en faveur des communautés locales de Nampala dans la région de Ségou. Toutefois, des discussions sont en cours entre parties prenantes pour la reprise des activités. Oumar Koïta nous en parle. Selon un communiqué des Médecins sans frontières, MSF, cet incident s'est déroulé le lundi 14 octobre 2024 en périphérie de Nampala dans la région de Ségou, dans le centre du Mali. Ces violences à l'encontre de la population civile et des personnels humanitaires sont inacceptables. MSF rappelle que toutes les parties prenantes au conflit doivent respecter les civils, le personnel humanitaire, les structures de santé et les patients, dénonce le MSF. Suite à cet incident, le MSF a dû prendre la difficile décision de suspendre temporairement ses activités médicales dans la zone de Nampala, privant la population de soins essentiels. Toutefois, précise le communiqué, des discussions avec les différentes parties au conflit et les autorités compétentes sont en cours au niveau local, régional et national pour que de telles violences n'aient plus lieu et permettre à MSF de reprendre dès que possible l'offre de soins essentiels à la population en toute sécurité pour ses équipes. Présente depuis 2022 à Nampala, MSF est aujourd'hui la seule ONG internationale active sur place. Les équipes offrent des soins médicaux gratuits, vitaux à la population locale, en périphérie ainsi qu'aux personnes déplacées à cause de nombreuses opérations militaires dans la zone. Des années de conflit ont entraîné des besoins sanitaires élevés dans cette région, notamment à cette période d'augmentation du nombre de cas de paludisme qui peut s'avérer mortel pour les enfants de moins de 5 ans et pour les femmes enceintes sans accès aux soins. La pluie se fait rare dans plusieurs localités du pays, mais n'empêche, les morts d'hommes et les dégâts matériels continuent. Le dernier bilan porte le nombre de victimes à 91. Awasanogo pour les précisions. La réunion du comité interministériel de gestion de crise et catastrophes tenue le 24 octobre 2024 au Sekojek, il y ressort un cumul de 706 cas d'inondation depuis le début de l'hivernage, 6 cas de vent violent, 8 cas de foudre et 43 828 cas d'effondrement. Cela a engendré 369 722 personnes sinistrées, dont 101 732 hommes, 103 933 femmes et 164 057 enfants, faisant 91 morts et 154 blessés. Selon le rapport, les risques d'inondation demeurent et restent élevés avec la poursuite des activités pluvio-orageuses et des quantités importantes sont prévues par endroits selon les prévisions météorologiques. La même source précise que la situation hydrologique est marquée par l'amorce de la baisse du niveau d'eau dans les hauts bassins du Niger, du Sénégal et du Bani, tandis que la montée continue dans le delta intérieur du Niger et le Niger moyen. Si cette tendance de baisse se maintient, les débordements de l'eau de leur cours normal qui ont provoqué des inondations dues aux crues vont certainement diminuer. Par ailleurs, les lâchers d'eau se poursuivent au niveau des barrages de Manatali et de Sélingué. Toutefois, les zones riveraines demeurent en vigilance rouge et les populations sont invitées à prendre des dispositions idoines pour éviter tout désagrément. La mise en œuvre des actions salvatrices de réduction des risques d'inondation demeure à travers le respect des consignes, révèle le rapport. Les dernières nouvelles sont tombées concernant l'affaire d'enlèvement de Mahaman Mariko. Et selon ces informations, l'interpellation de l'ancien leader estudiantin Mahaman Mariko n'est pas liée à ses activités politiques. L'ancien secrétaire général de l'association des élèves et étudiants du Mali serait impliqué dans une affaire d'escroquerie autour de l'or dont la victime serait un ressortissant burkinabé. Il a été arrêté par le commissariat de Torokorobougou qui disposait d'un mandat d'arrêt.
Après la découverte d'un champ de 10 hectares avec au moins 15 000 pieds de cannabis le 3 septembre dernier, les agents de l'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants de Bougouni viennent de découvrir le mardi 29 octobre 2024 un nouveau champ de cannabis à Dogo, un village non loin de Manankorola dans la région de Bougouni. Selon les sources de l'Office central de stupéfiants, plus de 1000 pieds de cannabis étaient repartis sur au moins 1 hectare. Les explications avec Youssouf Koulibaly. Dans la journée du mardi 29 octobre 2024, les agents de l'antenne régionale de l'OCS de Bougouni ont eu la surprise de découvrir un nouveau champ de cannabis à ciel ouvert à Dogo, un village non loin de Manankoro dans la région de Bougouni. La culture, qui regroupait environ 1000 plants, se trouvait sur un espace d'au moins 1 hectare. Selon notre source, quelques jours avant cette découverte, les enquêteurs avaient reçu un renseignement grâce à une dénonciation d'une autorité locale qui leur a permis de localiser les champs en question. L'un des suspects qui aurait été chargé de l'aménagement des lieux a été arrêté au volant d'une pelleteuse. L'homme se trouvait dans cette vaste plantation à ciel ouvert, mesurant chacun plus de 1,65 mètres. Après vérification sur le terrain par un précurseur, une mission sous la direction du commissaire Danseni a été dépêchée afin de faire toute la lumière. Sur place, les choses sont allées très vite car les 2 propriétaires des champs ont été interpellés séance tenante et notre interlocuteur de poursuivre. Plus tard, les hommes du commissaire Danseni ont procédé à la destruction des plants de cannabis sur ordre et instruction du procureur et de la hiérarchie. Pour rappel, le 3 septembre 2024, une équipe de la même antenne régionale de l'OCS avait découvert un champ de 10 hectares de plantation de cannabis à Garalo. Cette nouvelle opération dénote de l'engagement de l'OCS à lutter contre la culture et le trafic de drogue afin d'épargner la vie de la population des dangers liés aux stupéfiants. Ce sera avec un grand plaisir que je serai à la même place demain à la même heure pour vous informer. Merci de suivre l'édition d'aujourd'hui. À demain.